Un millionnaire retrouve ses parents enlaçant des jumeaux sous la pluie. La raison est incroyable. Nicolas n'aurait jamais imaginé que son retour anticipé d'un voyage d'affaires changerait sa vie à jamais. L'homme d'affaires prospère conduisait à travers les environs de Bordeaux lorsqu'une tempête commença à s'abattre sur la ville. Mais rien ne pouvait le préparer à la scène qu'il allait découvrir sous un arbre, sur la place du quartier où il était né. En tournant au coin de la rue des Roses, Nicolas freina si fort qu'il faillit perdre le contrôle de la voiture. Sous le seul arbre feuillu de la petite place, deux figures familières abritaient quelque chose de précieux contre leur poitrine. Ses parents, Pierre et Monique, qu'il n'avait pas vus depuis presque 4 ans, étaient trempés par la pluie torrentielle, mais gardaient 2 bébés au sec contre leur corps. Son cœur s'emballa lorsqu'il réalisa que le couple âgé portait de vieux vêtements déchirés. Nicolas sortit de la voiture, laissant la portière ouverte, sans se soucier de la pluie qui détrempa immédiatement son costume de créateur. Il courut vers ses parents, qui levèrent les yeux, sursautant à son approche. « Papa, maman, qu'est-ce que vous faites là » hurla-t-il pour couvrir le bruit de l'orage. Monique leva les yeux, gonflée par les pleurs, et serra les bébés plus fort. Pierre se leva lentement, le dos courbé par les années et la douleur. « Nicolas, mon fils. » La voix de son père sortit tremblante, chargée d'un mélange de joie et de honte. « Qu'est-ce que vous faites dans la rue avec ces enfants ? À qui sont ces bébés ?» Nicolas s'agenouilla devant sa mère, essayant de comprendre la situation. Monique regarda Pierre, qui secoua la tête comme s'ils se donnaient mutuellement la permission de dire la vérité. « Ce sont tes petits-enfants, Nicolas, dit Monique, la voix étranglée. Les enfants de Chloé. » Le monde s'arrêta pour Nicolas. Chloé était sa fille unique, qui avait disparu de sa vie 3 ans plus tôt après une terrible dispute au sujet de l'argent et des priorités. Il ne savait même pas qu'elle avait des enfants. « Comment ça, mes petits-enfants ? Où est Chloé ?» Les questions fusèrent, tout comme la pluie qui les punissait. « Elle est venue ici il y a 2 semaines, » expliqua Pierre, protégeant l'un des bébés avec son manteau trempé. « Elle était désespérée, fils. Elle a dit qu'elle avait besoin que nous gardions les enfants pour un moment. Mais vous n'avez pas les moyens pour ça. Vous vivez dans cette minuscule maison. Vous ne survivez qu'avec la retraite de papa. Nous avons vendu tout ce que nous avions de valeur pour acheter des couches et du lait maternisé, avoua Monique en caressant la tête de l'un des bébés. Même la télévision et le canapé du salon. Nicolas eut l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. Alors qu'il vivait dans son hôtel particulier du 16e arrondissement avec 5 voitures dans le garage, ses parents se sacrifiaient pour s'occuper de nouveau-nés. « Pourquoi n'êtes-vous pas venu me voir ? Pourquoi ne m'avez-vous pas appelé ?» Le silence gêné entre ses parents était plus éloquent que n'importe quelle réponse. Pierre finit par parler, la voix lourde de blessure. « Nous avons essayé, fils, plusieurs fois. Tu as changé tous tes numéros de téléphone après être devenu riche. Nous sommes allés à ton entreprise 2 fois, mais la sécurité ne nous a pas laissé passer. Ils ont dit que tu avais donné l'ordre de ne pas recevoir de visite de ville déglutie difficilement, de gens comme nous. » Les mots frappèrent Nicolas comme des poignards. C'était vrai. Lorsqu'il était devenu riche, il avait coupé tous les liens avec son passé modeste, y compris sa famille. Il avait donné pour instruction à la sécurité de ne pas laisser entrer les visiteurs indésirables qui pourraient compromettre son image d'homme d'affaires. Et Chloé, où est-elle maintenant ? Monique commença à pleurer plus fort, pressant les jumeaux contre sa poitrine. On ne sait pas, fils. Elle a dit qu'elle reviendrait dans 2 semaines, mais cela fait plus de 15 jours maintenant. Elle n'allait pas bien, Nicolas. Très maigre, avec des cernes profonds et sombres. Je crois qu'elle se drogue. La révélation fut comme un éclair. Nicolas se souvint de sa dernière conversation avec sa fille, 3 ans plus tôt, lorsqu'elle avait demandé à emprunter de l'argent pour remettre de l'ordre dans sa vie, et qu'il avait refusé, disant qu'elle devait apprendre à voler de ses propres ailes. « Partons d'ici, » dit Nicolas, enlevant sa veste et couvrant sa mère et les bébés. « Vous venez chez moi. » « Non, fils. » Pierre secoua la tête. « Ta femme n'aimera pas ça, et nous ne voulons pas déranger. Je ne vous demande pas si vous voulez. Je vous dis que vous venez maintenant. » Nicolas aida ses parents à se lever et les guida vers la voiture. Les bébés, qui ne devaient pas avoir plus de 3 mois, étaient mouillés et froids. Il mit le chauffage à fond et conduisit en silence jusqu'à sa maison, le cœur serré de culpabilité et de remords. Cher auditeur, si vous appréciez l'histoire,
prenez un moment pour aimer et surtout vous abonner à la chaîne. Cela nous aide vraiment, nous qui débutons. Continuons. Lorsqu'ils arrivèrent à l'hôtel particulier du 16e arrondissement, Sandrine, la femme de Nicolas, était dans le salon en train de regarder la télévision. Elle se leva en sursaut en voyant son mari entrer avec 2 personnes trempées et des bébés dans les bras. « Nicolas, qu'est-ce que c'est que ça? Qui sont ces gens? » « Ce sont mes parents, Sandrine. Et voici mes petits-enfants. » L'expression sur le visage de Sandrine passa de la surprise au dégoût en quelques secondes. « Tes parents? Mais tu avais dit qu'ils avaient. » Elle s'arrêta, réalisant qu'elle était sur le point de révéler que Nicolas avait menti sur sa famille. « Avec quoi, Sandrine? » Nicolas la fixa avec un regard qu'elle n'avait jamais vu auparavant. « Rien. Mais ils ne peuvent pas rester ici. Cette maison n'est pas un endroit pour. » Elle regarda Pierre et Monique avec dédain. Pour ce genre de personnes, et ces bébés vont faire du bruit. Ils vont tout salir. Monique s'approcha de Nicolas, touchant doucement son bras. « Tout va bien, fils. Nous pouvons retourner chez nous. Nous ne voulons pas causer d'ennui. »« Vous n'allez nulle part, » dit fermement Nicolas, regardant directement Sandrine. « C'est ma maison, et ma famille est la bienvenue ici. » Sandrine croisa les bras, le visage rouge de colère. « S'il reste, je vais chez ma mère, et j'emmène mes avocats avec moi. »« Fais ce que tu penses être le mieux, » répondit Nicolas, se surprenant lui-même par la froideur de sa voix. Il conduisit ses parents vers l'une des chambres d'amis, demanda aux domestiques de préparer des berceaux de fortune et des vêtements secs. Pendant que ses parents se changeaient et nourrissaient les bébés, Nicolas resta debout à regarder par la fenêtre, essayant de digérer tout ce qui s'était passé ces dernières heures. L'un des jumeaux commença à pleurer, un cri désespéré qui résonna dans la maison. Nicolas vit sa mère se lever immédiatement, prenant le bébé et commençant à le bercer doucement, chuchotant une berceuse dont il se souvenait de sa propre enfance. « CHH, mon amour, grand-mère est là. Elle ne laissera rien de mal t'arriver, » murmurait Monique en marchant dans la pièce. Pierre s'approcha, tendant les bras. « Laisse-moi le tenir un moment, Monique. Tu es fatiguée. » Nicolas observait la scène le cœur lourd. Ses parents, même à leur âge avancé et avec une santé fragile, se dévouaient complètement pour s'occuper des bébés. Il se souvint comment ils avaient fait les mêmes sacrifices pour lui enfant, cumulant 2 emplois pour payer ses études. Sandrine apparut dans l'encadrement de la porte de la chambre, son expression toujours renfrognée. « Nicolas, nous devons parler maintenant. » Il la suivit jusqu'au bureau où elle ferma la porte derrière eux. « As-tu perdu la tête? Comment as-tu pu amener ces gens chez nous sans même me consulter? Ces gens sont mes parents, Sandrine, et les bébés sont mes petits-enfants. Des petits-enfants d'une fille que tu as toi-même qualifiée de cause perdue. Une droguée qui a disparu et abandonné ses propres enfants. Fais attention à ce que tu vas dire. » Nicolas sentit la colère monter dans sa poitrine. « Ou quoi? Tu vas me jeter dehors aussi, tout comme tu l'as fait avec ta propre famille il y a des années? » L'accusation fit mal parce qu'elle était vraie. Nicolas avait eu honte de ses origines modestes lorsqu'il était devenu riche, coupant les ponts avec tout ce qui lui rappelait son passé pauvre. C'est différent. Ils ont besoin d'aide, et j'ai besoin de ma tranquillité. Je ne vivrai pas dans une maison qui ressemble à une crèche avec des vieillards et des bébés qui pleurent tout le temps. Tu as 48 heures pour régler ça, Nicolas. Soit ils partent, soit je pars. Et si je pars, je prends la moitié de tout ce que tu as. » Sandrine sortit en trombe, claquant la porte, laissant Nicolas seul avec ses pensées. Il s'enfonça dans le fauteuil en cuir, enfouissant sa tête dans ses mains. Comment sa vie était-elle devenue si compliquée en quelques heures? Un coup léger à la porte le tira de ses pensées. C'était Pierre qui entrait doucement. « Puis-je entrer, fils ?» Nicolas hocha la tête. Son père s'assit dans le fauteuil en face du bureau, ses mains calleuses posées sur ses genoux. « Nous avons entendu la dispute. Nous ne voulons pas causer de problème dans ton mariage. Ce n'est pas ta faute, papa. C'est la mienne. Ça l'a toujours été. Nicolas, tu as fait ta vie. Tu as construit tout ça par un travail acharné. Nous comprenons que notre présence puisse compliquer les choses. Ne dis pas ça. » Nicolas se leva, marchant vers la fenêtre. « Vous m'avez élevé, vous vous êtes sacrifié pour moi, et je vous ai abandonné quand c'est devenu plus pratique.
Tu ne nous as pas abandonnés, fils. Tu as grandi, tu as suivi ton propre chemin. C'est comme ça que ça doit être. Ce n'est pas comme ça que ça doit être. Nicolas se tourna vers son père, les yeux brillants de larmes retenues. J'ai oublié d'où je venais. J'ai oublié qui m'a aidé à arriver là où je suis. Et maintenant Chloé est quelque part dehors, perdue, et vous vous occupez de ses enfants sans avoir les moyens de le faire. Pierre se leva lentement, s'approchant de son fils. Chloé reviendra, Nicolas. C'est ta fille. Elle a ta force. Elle a juste besoin de temps pour se retrouver. Et si elle ne revient pas? Et s'il lui arrive quelque chose? Alors nous nous occuperons des garçons jusqu'à ce qu'ils grandissent. Même si nous devons tout vendre, même si nous devons demander de l'aide au feu rouge, la famille c'est la famille. La simplicité et la détermination de son père émurent profondément Nicolas. Voici un homme de près de 70 ans vivant avec une retraite minimale, prêt à élever 2 bébés si nécessaire. Papa, je veux aider. Je veux faire ce qui est juste. Ce qui est juste, c'est que tu sois heureux, fils. Si prendre soin de nous te rend heureux, nous acceptons. Si cela complique ta vie, nous comprenons. À ce moment, Nicolas réalisa qu'il avait passé des années entouré de gens qui ne se souciaient que de son argent, mais s'était éloigné des seules personnes qu'il aimait inconditionnellement. Pendant la nuit, il resta éveillé, écoutant les pleurs des bébés dans la pièce voisine. À chaque pleur, il entendait des pas pressés et des voix douces apaisant les enfants. Ses parents se relayaient pour s'occuper d'eux malgré leur épuisement évident. À 3 heures du matin, il décida d'aller voir comment ils allaient. Il ouvrit la porte de la chambre doucement et trouva une scène qui resterait gravée en lui pour toujours. Sa mère était assise dans le fauteuil, donnant le biberon à l'un des bébés tout en fredonnant doucement. Son père était sur le lit avec l'autre bébé dormant dans ses bras, mais il ne dormait pas, il regardait simplement l'enfant respirer. « Vous n'arrivez pas à dormir, chuchota Nicolas. Ils sont si petits, expliqua Monique. Ils doivent manger toutes les 3 heures, et l'un d'eux a un peu de fièvre. Nicolas s'approcha, inquiet. De la fièvre? Ne devrions-nous pas l'emmener chez le médecin? Nous lui avons déjà donné le médicament que le pédiatre a prescrit quand Chloé les a amenés. C'est juste un petit rhume, rien de grave. Quel pédiatre? Quand les avez-vous emmenés chez le médecin? Monique et Pierre échangèrent un regard gêné. Chloé n'avait pas d'argent pour une consultation privée, avoua Pierre. Nous les avons emmenés au dispensaire de quartier. Nous avons eu un rendez-vous après avoir attendu dans la file toute la journée. Nicolas eut honte d'avoir posé la question. Bien sûr, ses parents n'avaient pas d'argent pour des médecins privés. Ils avaient à peine de l'argent pour les nécessités de base. À partir de demain, ils auront le meilleur pédiatre de la ville, dit Nicolas. Et vous deux irez aussi faire un bilan de santé complet. Tu n'as pas besoin de faire ça, fils. Si, j'en ai besoin. Vous vous occupez de nouveau-nés à votre âge. Vous devez être en bonne santé. Nicolas s'assit sur le lit à côté de son père, regardant le visage serein du bébé endormi. Quels sont leurs prénoms? Lucas et Léo, répondit Monique. Chloé les a choisis. Elle a dit qu'elle voulait des noms d'anges gardiens. Est-ce qu'ils lui ressemblent quand elle était bébé? Lucas a le même nez que Chloé, dit Pierre en souriant. Léo a tes yeux, Nicolas. La même forme, la même couleur. Nicolas toucha doucement la petite main de Léo, qui se referma autour de son doigt. Ce geste simple l'émut plus que n'importe quelle réussite professionnelle. Papa, dis-moi la vérité. Comment vivez-vous financièrement? Je veux dire. Pierre soupira, caressant la tête de Lucas. Ce n'est pas facile, fils. La retraite couvre à peine le loyer et la nourriture. Depuis que les garçons sont arrivés, nous avons fait quelques sacrifices. Quel genre de sacrifices? Nous avons vendu le vieux réfrigérateur, quelques meubles. Madame Betty, notre voisine, garde les affaires de Chloé qui restaient. Nous dormons par terre pour laisser le lit au bébé. La révélation fut comme une gifle au visage de Nicolas. Ses parents dormaient par terre pour donner du confort au bébé alors qu'il dormait dans un lit king size dans un hôtel particulier. Pourquoi ne m'avez-vous pas dit ça avant? Comment aurions-nous pu, fils? Tu as changé de vie, épousé une fille riche. Nous ne voulions pas être un fardeau. Vous n'êtes pas du tout un fardeau. Vous êtes ma famille.
Monique s'approcha en berçant doucement le bébé dans ses bras. Nicolas, nous voulons juste que tu sois heureux. Si cette nouvelle vie est bonne pour toi, nous sommes contents que tu n'aies pas eu besoin de t'inquiéter pour nous. Comment pourrais-je ne pas m'inquiéter? Vous êtes mes parents. Vous m'avez élevé, éduqué, sacrifié pour que je puisse avoir tout ce que j'ai aujourd'hui. Et ça en valait la peine, dit Pierre en souriant fièrement. Tu es devenu un homme qui a réussi. Réussi? Nicolas rit amèrement. Quel genre de succès est-ce qui m'a fait abandonner les personnes les plus importantes de ma vie? Ses parents restèrent silencieux, comprenant que leur fils avait besoin de s'exprimer. Vous savez ce que je fais tous les jours? Je passe tout mon temps à essayer d'impressionner des gens qui se fichent de moi. Je conclus des affaires avec des gens qui me poignardent dans le dos. Je vis dans une maison glaciale avec une femme qui ne se soucie que de l'argent. Est-ce ça le succès? Tu peux encore changer les choses, fils, dit doucement Monique. Il n'est jamais trop tard pour recommencer. Pensez-vous que Chloé me pardonnera d'avoir été si dur avec elle? Chloé t'aime, Nicolas. Même blessée, elle n'a jamais cessé de parler de toi avec affection. Elle a dit au bébé qu'ils avaient un grand-père très intelligent et qui a réussi. L'information surprit Nicolas. Il imaginait que sa fille le détestait. Elle parlait toujours de moi. Elle racontait comment tu as bâti une entreprise à partir de rien, comment tu t'es élevé de la pauvreté grâce à ton intelligence et ton travail acharné. Elle est fière de toi, Nicolas. Mais lors de cette dispute, elle était désespérée et expliqua Pierre. Elle avait perdu son emploi, elle avait des dettes. Elle voulait juste un prêt pour se remettre sur pied. Nicolas se souvint de la conversation. Chloé avait demandé à emprunter de l'argent, et il avait refusé, disant qu'elle devait apprendre à être responsable. À l'époque, il pensait être instructif. Maintenant, il réalisait qu'il avait été cruel. Je pensais qu'elle voulait juste de l'argent facile, avoua-t-il. Chloé n'a jamais rien voulu de facile, dit Monique. Elle travaille depuis qu'elle a 15 ans. Elle a obtenu son diplôme universitaire tout en faisant des stages le jour et en étudiant la nuit. Quand elle a demandé ton aide, c'était la première fois de sa vie qu'elle demandait quoi que ce soit. La culpabilité pesa sur la poitrine de Nicolas comme une pierre. Il avait jugé sa fille injustement, projetant sur elle ses peurs d'être utilisée par des opportunistes. Où pensez-vous qu'elle soit maintenant? On ne sait pas. Pierre secoua la tête tristement. Elle a dit qu'elle allait régler quelques problèmes et qu'elle reviendrait, mais cela fait plus de 2 semaines maintenant. N'avez-vous pas essayé de la chercher? Comment? Nous ne saurions même pas par où commencer, et nous ne pouvions pas laisser les bébés seuls. Nicolas Thompson réalisa qu'il devait agir. Il ne pouvait pas simplement continuer à attendre que sa fille apparaisse. Il avait les ressources et les contacts pour la retrouver. J'engagerai un détective privé demain. Nous la trouverons. Tu ferais ça? Bien sûr que je le ferai. C'est ma fille, et ce sont mes petits-enfants. Léo bougea sur les genoux de Monique, ouvrant ses petits yeux foncés. Nicolas tendit à nouveau son doigt, et le bébé le saisit fermement. Ils nous font confiance, chuchota Nicolas. Ils ne savent pas que nous sommes pratiquement des étrangers. Tu n'es pas un étranger, dit Monique. Tu es leur grand-père. Le sang reconnaît le sang. L'aube arriva avec Nicolas toujours dans la chambre des bébés, parlant doucement avec ses parents et regardant les jumeaux dormir. Lorsque Sandrine apparut dans l'encadrement de la porte, déjà habillée et une valise à la main, il ne fut même pas surpris. « Je vais chez ma mère » annonça-t-elle. « Quand tu décideras de revenir à la réalité, appelle-moi. » Sandrine, attends. Parlons. Il n'y a rien à dire, Nicolas. Soit tu choisis ta vraie famille, soit cette situation. Ils sont ma vraie famille, dit Nicolas en se levant. Ils l'ont toujours été. Sandrine le fixa quelques secondes, attendant qu'il change d'avis. Lorsqu'elle réalisa qu'il était sérieux, elle secoua la tête avec dédain. Tu vas le regretter. Tu jettes tout ce que nous avons construit ensemble à cause de vieux gens et de bébés qui ne sont même pas les tiens. Ce sont mes bébés. Ce sont mes petits-enfants. Petits-enfants d'une droguée qui a abandonné ses enfants. Tu penses qu'ils te donneront l'avenir que je peux te donner? Quel avenir? Sandrine, vivre dans une maison froide sans amour véritable, ne pensant qu'à l'argent et aux apparences. Elle partit sans répondre, claquant la porte. Nicolas se sentit soulagé, comme si un poids avait été levé de ses épaules.
Elle a raison sur une chose, dit Pierre tristement. Nous allons compliquer ta vie. La vie était déjà compliquée, papa. C'est juste que maintenant elle est compliquée pour les bonnes raisons. Au cours des jours suivants, Nicolas réorganisa complètement sa routine. Il engagea une nounou pour aider les parents pendant la journée et une infirmière privée pour surveiller la santé du couple âgé. Il engagea également le meilleur détective privé pour chercher Chloé. Les premiers rapports sur sa fille furent douloureux à lire. Elle avait perdu son emploi un an auparavant lorsqu'elle avait découvert sa grossesse et commencé à avoir des nausées constantes. Sans argent pour le loyer, elle avait été expulsée de son appartement. Enceinte et sans abri, elle avait cherché des refuges pour futures mères où elle avait eu les bébés. Mon Dieu, murmura Nicolas en lisant le rapport. Elle a traversé tout ça toute seule. Le détective découvrit qu'après la naissance des jumeaux, Chloé avait essayé de travailler en freelance, mais la dépression postpartum et le manque de soutien pour s'occuper de 2 enfants l'avaient poussée au désespoir. C'est alors qu'elle avait commencé à utiliser des substances pour faire face à la souffrance. Monsieur, dit le détective au téléphone, j'ai trouvé des gens qui l'ont vue récemment. Elle fréquente un centre d'hébergement d'urgence dans le centre-ville, mais elle est très changée, très maigre. Je veux la voir. Où exactement? Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, il vaudrait peut-être mieux attendre. Elle n'est pas en état de recevoir des visiteurs. Elle est très affaiblie. Nicolas insista et obtint l'adresse. L'après-midi même, il se rendit au centre, une simple maison en centre-ville qui servait les sans-abri. La coordinatrice du refuge, une femme d'âge moyen nommée Sœur Marie, le reçut avec prudence. « Êtes-vous un parent de Chloé ? Je suis son père. J'ai entendu dire qu'elle est ici. Elle l'est, mais monsieur, elle ne va pas bien. Elle traverse une période très difficile. Je sais. Je veux juste lui parler. » La sœur le conduisit vers une cour intérieure à l'arrière de la maison où quelques personnes se reposaient sur des chaises en plastique. Nicolas chercha du regard jusqu'à ce qu'il trouve une silhouette maigre et voûtée assise seule dans un coin. Son cœur se brisa. La fille qu'il avait laissée à la maison 3 ans auparavant, pleine de vie et de rêves, était maintenant méconnaissable. Chloé avait perdu au moins 15 kilos. Ses cheveux n'avaient pas été coupés depuis des mois, et ses vêtements étaient sales et bien trop grands. Chloé ? Elle leva les yeux lentement comme si elle s'éveillait d'un rêve. Lorsqu'elle le reconnut, son expression passa par plusieurs étapes. Surprise, honte, colère, et enfin une profonde tristesse. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Sa voix sortit faible et fatiguée. « Je suis venu te chercher. Tes enfants sont avec mes parents. Je sais. C'est moi qui les ai emmenés là-bas. Chloé, tu as besoin d'aide. Laisse-moi t'aider. » Elle rit, mais c'était un rire sans joie. « Maintenant tu veux aider. Où étais-tu quand j'avais besoin de toi? Je sais que j'ai eu tort. Je sais que j'ai été un père terrible, mais maintenant je veux. Maintenant tu veux. » Chloé se leva brusquement. « Sais-tu ce que j'ai traversé ces 3 dernières années? Sais-tu ce que c'était d'avoir 2 bébés seuls sans argent, sans maison? Chloé, tu m'as traité comme si j'étais une profiteuse, comme si je ne valais rien. Et tu sais ce qui est pire? J'ai commencé à te croire. J'ai commencé à penser que je ne valais vraiment rien. » Les mots furent comme des couteaux dans le cœur de Nicolas. Il s'avança, mais elle recula. « Ma chérie, j'avais tort. Complètement tort. Tu as toujours été une fille merveilleuse, et j'étais un idiot qui ne pouvait pas le voir. C'est facile à dire maintenant que j'ai tout perdu. » Chloé croisa les bras, essayant de se protéger. « Où étais-tu quand j'avais besoin d'un père? Quand je pleurais seule, enceinte de jumeaux. Je ne savais pas. Tu ne savais pas parce que tu t'en fichais. Tu étais trop occupé avec ta nouvelle vie, ta femme riche, ton monde parfait. » Nicolas prit une profonde inspiration, sachant qu'il méritait chaque mot dur qu'il entendait. « Tu as raison. Je t'ai abandonné quand j'aurais dû te soutenir. J'ai été égoïste, froid et cruel. Je ne mérite pas ton pardon. » L'honnêteté brutale de Nicolas prit Chloé au dépourvu. Elle le fixa, cherchant des signes de mensonge ou de manipulation, mais ne trouva que des remords sincères. « Est-ce que tes petits-enfants vont bien ?» demanda-t-elle doucement. « Ils vont bien. Mes parents les adorent. Mais tu leur manques, Chloé. Ils ont besoin de leur mère.
Je ne suis plus bonne à être la mère de qui que ce soit. Elle se pointa du doigt. Regarde-moi. Je suis une ordure. Tu n'es pas une ordure. Tu es ma fille et une femme forte qui a traversé des épreuves terribles. Arrête. Tu n'as pas besoin de faire semblant de t'en soucier maintenant. Je ne fais pas semblant. Nicolas s'approcha, ignorant l'odeur d'alcool et de cigarette venant de sa fille. Chloé, j'ai passé ces derniers jours à apprendre à connaître mes petits-enfants et à redécouvrir mes parents. J'ai réalisé que j'ai perdu des années de ma vie à courir après des choses vides tout en ignorant les personnes qui comptaient vraiment. Chloé l'observa en silence comme si elle essayait de déchiffrer s'il disait la vérité. Même si tu étais sérieux, c'est trop tard. Je suis perdu, papa. Je ne sais plus comment m'en sortir. On s'en sortira ensemble. Moi, toi, mes parents, tes enfants, en tant que famille. Je ne suis pas la même personne que tu connaissais. J'ai fait des choses, de mauvaises choses, pour avoir de l'argent pour manger. Je me fiche de ce que tu as fait. Je me soucie de qui tu es. Chloé commença à pleurer, un pleur désespéré qui semblait venir du plus profond d'elle-même. Il me manque tellement, sanglota-t-elle. Mes bébés, mais ils méritent mieux qu'une mère qui ne peut même pas prendre soin d'elle-même. Nicolas n'en pouvait plus et la prit dans ses bras. Elle résista quelques secondes, puis céda aux pleurs, s'accrochant à la chemise de son père comme une enfant perdue. Je vais t'aider à guérir, Chloé. Nous trouverons le meilleur traitement. Nous te remettrons sur pied. Mais tu dois le vouloir aussi. Et si je n'y arrive pas? Et si je suis toujours comme ça? Tu ne le seras pas. Tu es ma fille. Tu as mon entêtement et la force de ta mère. Tu peux le faire. Ils restèrent enlacés pendant de longues minutes sous le regard ému de sœur Marie et des autres résidents du refuge. C'était la première étreinte entre père et fille en 3 ans. Les bébés, vont-ils vraiment bien? Ils sont magnifiques. Lucas a ton nez. Léo a mes yeux. Et leurs grands-parents sont fous d'eux. Tu les as vus. J'aide à m'occuper d'eux avec mes parents. En fait, j'apprends à changer des couches à 42 ans. Nicolas sourit pour la première fois depuis des jours. Chloé eut un faible sourire, son premier depuis son arrivée. J'ai toujours pensé que tu détestais les enfants. Je le pensais aussi. Mais c'est différent quand ce sont tes petits-enfants. Papa, je veux les voir. Mais je ne veux pas qu'ils me voient comme ça. Alors rendons-toi présentable d'abord. Que dis-tu de commencer par une douche et quelque chose à manger? Chloé hésita, regardant ses propres mains tremblantes. Je ne sais pas si je peux arrêter d'utiliser les substances. J'ai essayé quelques fois, mais c'est très dur. Nous chercherons une aide professionnelle. Il y a des cliniques spécialisées, des médecins qui comprennent ça. Ça coûte beaucoup d'argent. De l'argent, j'en ai. Ce que je n'avais pas, c'était les bonnes priorités. Nicolas parla avec sœur Marie des prochaines étapes. Elle recommanda une clinique de réhabilitation qui avait un programme spécifique pour les mères avec dépendance aux substances. C'était cher, mais les taux de réussite étaient élevés. Chloé doit vouloir le traitement, expliqua la sœur. La famille peut donner du soutien, mais la décision doit venir d'elle. Au cours des jours suivants, Nicolas rendit visite à Chloé quotidiennement, apportant toujours de la nourriture et parlant des bébés et de leurs parents. Peu à peu, elle commença à regagner confiance en son père et exprima le désir d'aller mieux. « Je veux voir mes enfants grandir, dit-elle lors d'une des visites. Je veux être une vraie mère pour eux. Tu le seras. J'en suis sûr. Comment peux-tu en être si sûr? Parce que je connais ma fille. Elle a toujours été une battante. Cher auditeur, si vous appréciez l'histoire, prenez un moment pour aimer et surtout vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup car nous débutons. Continuons, l'admission de Chloé à la clinique fut émotionnellement difficile pour toute la famille. Le jour de son entrée, Nicolas l'emmena d'abord à la maison pour dire au revoir au bébé et à ses grands-parents. Lucas et Léo, maintenant âgés de 4 mois, étaient plus grands et plus alertes. Lorsque Chloé les tint dans ses bras, ils la regardèrent curieusement, comme s'ils essayaient de se rappeler qui était cette personne. « Ils ne me reconnaissent pas, dit Chloé tristement. « Si, ils te reconnaissent, affirma Monique, s'approchant de sa petite fille. Vois comme ils sont calmes dans tes bras. Ils savent que tu es spécial. » Pierre s'approcha de sa petite fille,
touchant doucement son épaule. Nous prendrons bien soin d'eux pendant que tu guéris, ma chère. Et nous leur dirons tous les jours que maman les aime et travaille pour revenir. Chloé serra ses grands-parents fort, les remerciant pour tout ce qu'ils avaient fait. Merci de ne pas avoir abandonné pour eux, de ne pas m'avoir abandonné. La famille n'abandonne jamais la famille, dit Pierre simplement. Dans la voiture en route pour la clinique, Chloé était visiblement nerveuse. Et si je n'y arrive pas, papa? Et si je suis trop faible pour surmonter ça? Tu ne seras pas faible. Tu as déjà traversé le pire. Tu as eu 2 bébés pratiquement seuls. Survécu dans la rue, réussi à les garder en vie jusqu'à ce que tu trouves de l'aide. N'est-ce pas de la force? On ne dirait pas. Pour moi, si. En fait, je suis fier de toi. Chloé regarda son père, surprise. Fier de quoi? De la façon dont tu as protégé tes enfants. Même au plus bas, tu as pensé à eux en premier. Tu les as emmenés chez mes parents qui, tu le savais, leur donneraient amour et sécurité. Une mauvaise mère ne ferait pas ça. Je les ai abandonnés. Tu les as protégés. C'est différent. La clinique était dans une zone rurale, un gîte de repos en Provence à 1 heure de la ville. C'était un endroit paisible avec des jardins et une équipe médicale spécialisée. Lors du processus d'admission, Nicolas parla longuement avec le psychiatre en charge. Combien de temps dure le traitement? Cela dépend des progrès de la patiente. Généralement entre 3 à 6 mois pour des dépendances multiples comme celle de votre fille. Mais elle a de fortes motivations pour aller mieux, ce qui est un bon signe. Puis-je lui rendre visite? Pas pendant les 2 premières semaines. Elle a besoin de se désintoxiquer et de s'adapter à la routine. Après cela, 1 fois par semaine. Progressivement, nous augmenterons le contact avec la famille. Nicolas rentra chez lui le cœur lourd, mais plein d'espoir. Il trouva ses parents dans le jardin jouant avec les bébés sur la pelouse. C'était une scène qui l'émut profondément. Comment allait-elle? Demanda Monique, inquiète. Déterminée. Je pense que ça va marcher. Si Dieu le veut, soupira Pierre. La petite mérite une seconde chance. Dans les semaines suivantes, Nicolas se consacra entièrement à la famille. Il se levait tôt pour aider avec les bébés, travaillait quelques heures dans son bureau à domicile, et passait les après-midi à jouer avec ses petits-enfants dans le jardin. Sandrine revint une fois pour récupérer quelques vêtements et trouva Nicolas sur le sol du salon en train d'assembler un jouet éducatif pour Lucas. « Alors, tu es baby-sitter maintenant » demanda-t-elle avec dédain. « Je suis devenu grand-père » répondit Nicolas sans quitter le jouet des yeux. « Et ton entreprise, tes affaires? Ça tourne toujours? J'ai juste appris à déléguer et à mieux prioriser. Nicolas, il est encore temps de revenir en arrière. Envoie ces vieux dans une maison de retraite, mets les enfants à l'adoption et reprenons notre vie. » Nicolas arrêta ce qu'il faisait et la regarda. « C'est ma vie, Sandrine. J'ai enfin trouvé ma vraie vie. Ce n'est pas une vie. C'est le chaos. Pour toi, ça peut sembler être le chaos. Pour moi, c'est le bonheur. » Léo commença à pleurer dans la chambre, et Nicolas se leva immédiatement pour voir ce qui n'allait pas. Sandrine le suivit, observant comment il prenait naturellement le bébé et commençait à le bercer doucement. « CHH, Léo. Papy est là, » murmurait Nicolas, marchant dans la pièce. Le bébé se calma rapidement, attrapant le doigt de son grand-père et le regardant avec de petits yeux curieux. Nicolas sourit, complètement absorbé par le moment. « Tu as changé, » dit Sandrine doucement. « Oui, en mieux. Et moi? Je ne compte plus. » Nicolas soupira, tenant toujours Léo. « Sandrine, tu as toujours été importante pour moi. Mais maintenant je réalise que notre relation était basée sur de mauvaises choses. Le statut, l'argent, les apparences. Ce n'était jamais le grand amour. Et qu'est-ce que le grand amour pour toi? » Ça, il montra Léo, qui s'était endormi dans ses bras. Se réveiller au milieu de la nuit pour s'occuper de quelqu'un sans rien attendre en retour. Se sacrifier pour le bien-être d'un autre. C'est ce que mes parents ont fait pour moi et pour ces bébés. Sandrine resta silencieuse quelques minutes, observant la scène. Je ne peux pas comprendre comment tu échanges tout ce que nous avons accompli pour ça. Je n'ai rien échangé. J'ai trouvé ce que je cherchais depuis des années sans le savoir.
Elle partit le jour même, et Nicolas sut qu'elle ne reviendrait pas. Étrangement, il ne ressentit pas de tristesse. Il ressentit du soulagement. Les premières lettres de Chloé arrivèrent après un mois de traitement. Elle écrivait sur ses progrès en thérapie, sur la façon dont elle affrontait ses démons intérieurs et demandait toujours des nouvelles des bébés. « Papa, aujourd'hui j'ai réussi à passer une journée entière sans envie. Le médecin a dit que c'est un grand progrès. J'ai rêvé de Lucas et Léo hier. Ils étaient plus grands, déjà capables de s'asseoir tout seuls. Quand je sortirai d'ici, je veux être la mère qu'ils méritent. » Nicolas répondait à chaque lettre, partageant toujours des nouvelles des petits-enfants et joignant des photos. Lucas commençait à s'asseoir avec de l'aide. Léo avait découvert ses propres pieds et passait des heures à jouer avec. Chaque jour, ils deviennent plus intelligents. Lucas sourit quand Papy Pierre chante cette chanson que tu chantais quand tu étais petite. Léo aime être dans le jardin à regarder les oiseaux. Ils ont définitivement ton intelligence. Après 2 mois, Nicolas put enfin rendre visite à Chloé. La transformation était remarquable. Elle avait repris du poids. Ses cheveux étaient coupés et propres, et ses yeux avaient un éclat qu'il n'avait pas vu depuis des années. « Tu es magnifique, » dit Nicolas en serrant sa fille dans ses bras. « Je me sens bien. Pour la première fois depuis longtemps, je me sens moi-même. » Ils marchèrent dans les jardins de la clinique, parlant du traitement et de l'avenir. « Papa, je dois te demander pardon. » « Pardon pourquoi ? » ?»« De t'avoir blâmé pour tout ce qui m'est arrivé. L'addiction était mon choix. Tu as fait des erreurs en tant que père, mais j'ai fait des erreurs en tant que fille aussi. Chloé, laisse-moi finir. En thérapie, j'ai appris à assumer la responsabilité de mes choix. Tu m'as blessé quand tu as refusé de m'aider, mais j'aurais pu trouver d'autres moyens de résoudre mes problèmes. Au lieu de cela, j'ai choisi la voie la plus facile et la plus destructrice. Nicolas arrêta de marcher, touchant le visage de sa fille. C'est moi qui ai besoin de ton pardon. J'étais un père absent, trop fier pour admettre quand j'avais tort. Tu avais raison lors de cette dispute. J'étais devenu une personne froide et calculatrice. Mais tu as changé. L'homme qui s'occupe de mes enfants et de tes parents n'est pas le même que celui qui m'a rejeté il y a 3 ans. Tes enfants et mes parents m'ont appris ce qui compte vraiment dans la vie. Chloé sourit, prenant la main de son père. Papa, je veux rentrer à la maison. Je veux être une mère pour mes enfants et une fille pour mes parents. Penses-tu qu'il y a encore une place pour moi dans cette famille? Il y en a toujours une, ma fille. J'étais juste trop aveugle pour le voir. Lors de la visite, Chloé rencontra d'autres patients et entendit des histoires similaires à la sienne. Beaucoup avaient tout perdu à cause de l'addiction, mais travaillaient à reconstruire leur vie. Tu sais ce qui me motive le plus à rester clean, dit-elle à Nicolas. La pensée que mes enfants ne me verront jamais défoncé. Ils ne connaîtront qu'une mère sobre et présente. Et c'est comme ça que ce sera. J'en suis sûr. Papa, puis-je te demander quelque chose? Bien sûr. Quand je sortirai d'ici, je veux travailler. Je ne veux pas dépendre de toi financièrement. Je veux gagner mon indépendance de la bonne manière cette fois. Nicolas était fier de la maturité de sa fille. Quel genre de travail veux-tu faire? Je pense travailler avec des toxicomanes, aider d'autres personnes traversant ce que j'ai traversé. Ici à la clinique, le personnel a dit que j'ai un don pour ça. Tu as toujours eu un don pour aider les autres depuis que tu es petite. Tu te souviens quand j'ai ramené ce chien blessé à la maison, et tu as obligé toute la famille à s'en occuper jusqu'à ce qu'il aille mieux. Nicolas rit au souvenir. Je veux être comme ça avec les gens. Je veux aider à guérir les blessures qu'on ne voit pas. La conversation fut interrompue par une infirmière venue annoncer que les heures de visite se terminaient. Nicolas dit au revoir à sa fille le cœur plein d'espoir. Encore 2 mois chez toi, dit-il en serrant Chloé dans ses bras. 2 mois et je pourrai enfin être la mère que j'ai toujours voulu être. Sur le chemin du retour, Nicolas pensa à la façon dont la vie avait changé radicalement en quelques mois seulement. Il avait perdu une femme qui ne l'aimait pas vraiment, mais trouvé une famille qui l'aimait inconditionnellement. Lorsqu'il arriva à la maison, il trouva une scène qui le fit sourire. Ses parents étaient dans le jardin en train d'apprendre à Lucas et Léo à taper dans leurs mains. Les bébés riaient fort, appréciant clairement le jeu. « Comment allait notre fille ?» demanda Monique, avide de nouvelles. « Bien, très bien. Elle sera à la maison dans 2 mois.
Dieu merci, soupira Pierre. La famille sera à nouveau au complet. Nicolas se joignit à l'amusement, s'asseyant sur la pelouse et prenant Léo. Tu sais quelque chose, papa? Je n'ai jamais été aussi heureux de ma vie. Moi non plus, fils. Moi non plus. Cette nuit-là, en aidant à donner le bain au bébé, Nicolas réfléchit aux ironies de la vie. Il avait passé des années à courir après un bonheur artificiel basé sur le statut et l'argent. Alors que le vrai bonheur avait toujours été juste là avec sa famille. Lucas cria de joie lorsque l'eau tiède toucha son ventre, éclaboussant de l'eau partout. Léo observait tout avec ses grands yeux curieux, souriant occasionnellement à son grand-père. Vous deux rencontrerez votre maman bientôt, dit Nicolas au bébé. Et elle va être la meilleure mère du monde. Comme s'ils comprenaient, les deux sourirent en même temps, faisant rire Nicolas et l'émouvant simultanément. Les 2 mois suivants passèrent à toute vitesse. Lucas et Léo grandirent rapidement, étant déjà capables de s'asseoir seuls et commençant à ramper. Pierre et Monique semblaient rajeunir en s'occupant de leurs arrière-petits-enfants, trouvant une énergie qu'ils n'avaient pas eue depuis des années. Nicolas restructura complètement son entreprise, mettant en place des politiques favorables à la famille, et passant plus de responsabilités à ses partenaires. Il découvrit que l'entreprise fonctionnait mieux quand il n'essayait pas de contrôler chaque détail. La maison fut rénovée pour accueillir confortablement toute la famille. La chambre des bébés fut agrandie, la chambre des parents mise à jour, et un bureau fut transformé en chambre pour Chloé. Enfin, le jour de la sortie de Chloé arriva. Nicolas se réveilla nerveux, comme s'il allait chercher sa fille à la maternité à nouveau. Pierre et Monique étaient aussi anxieux, rangeant la maison pour la 3e fois. « Penses-tu qu'elle aimera comment nous avons arrangé la chambre ?» demanda Monique, ajustant les rideaux pour la 5e fois. « Elle aimera, maman. Elle veut juste être près de ses enfants. » À la clinique, Chloé disait au revoir aux médecins et aux autres patients. Elle était devenue une leader parmi les résidents, aidant toujours les nouveaux venus et encourageant ceux qui étaient découragés. « Vous nous manquerez ici, dit le docteur Stéphane, le psychiatre en charge. Mais nous sommes tous fiers de vos progrès. Docteur, merci beaucoup pour tout. Vous m'avez sauvé la vie. Celle qui a sauvé votre vie, c'est vous. Nous vous avons juste donné les outils. » Dans la voiture sur le chemin du retour, Chloé était visiblement nerveuse. « Et si les bébés ne me reconnaissent pas? Et si je leur semble être une étrangère? Chloé, détends-toi. Tu es leur mère. Ils seront peut-être un peu incertains au début, mais ils se souviendront vite. Papa, j'ai peur de ne pas savoir comment être une mère. J'ai perdu 4 mois importants de leur vie. Tu apprendras, et tu as toute la famille pour t'aider. Et si je fais une rechute? Et si je ne gère pas le stress? Nicolas gara la voiture sur le bas-côté et se tourna vers sa fille. Chloé, regarde-moi. Tu as traversé les 4 pires années de ta vie et tu as survécu. Maintenant tu as du soutien, une structure et de la motivation. Tu ne rechuteras pas. Comment peux-tu en être si sûr? Parce que je connais ma fille. Et parce que je sais à quel point tu aimes tes enfants. Lorsqu'ils arrivèrent à la maison, Pierre et Monique étaient dans le jardin avec les bébés. Lucas jouait avec des blocs colorés. Léo regardait les feuilles bouger dans le vent. Chloé sortit de la voiture lentement, ses yeux fixés sur ses fils. Il semblait tellement plus grand que dans son souvenir. Lucas, Léo, appela-t-elle doucement. Léo fut le premier à remarquer la nouvelle voix. Il regarda en direction de Chloé et l'observa quelques secondes. Puis, étonnamment, il tendit ses petits bras vers elle. Chloé s'agenouilla et prit Léo. Le bébé la regarda intensément, comme s'il essayait de se souvenir de quelque chose d'important. Puis, il toucha le visage de sa mère avec sa petite main et sourit. Il s'est souvenu, chuchota Monique, émue. Lucas prit un peu plus de temps, mais quand Chloé s'assit sur la pelouse et chanta une chanson qu'elle leur chantait quand ils étaient nouveau-nés, il rampa vers elle et se blottit sur ses genoux. Ils se sont souvenus de leur maman, dit Nicolas, la voix étranglée. Un petit se souvient toujours de sa mère, confirma Pierre, mettant son bras autour des épaules de son fils. Cette nuit-là, Chloé mit ses fils au lit pour la première fois en 4 mois. Elle chanta, raconta des histoires inventées, et les regarda dormir tous les deux pendant des heures. Ils sont parfaits, dit-elle à Nicolas, qui était entré dans la chambre pour vérifier si tout allait bien. Ils le sont, et tu es une mère parfaite aussi. Pas encore, mais je le serai.
Tu le es déjà, Chloé. L'amour que tu ressens pour eux est visible à des kilomètres. Dans les mois suivants, la routine de la famille s'installa naturellement. Chloé prit progressivement en charge tous les soins des bébés avec le soutien constant des grands-parents. Nicolas continuait à travailler mais en priorisant toujours le temps en famille. Chloé commença à étudier pour se spécialiser dans la dépendance chimique et Nicolas l'encouragea à poursuivre un diplôme universitaire dans le domaine. Elle commença aussi à assister à des groupes de soutien où elle partageait son expérience avec d'autres personnes en rétablissement. Un jour, elle rentra à la maison particulièrement excitée. « Papa, j'ai reçu une offre pour travailler dans une ONG qui aide les personnes ayant une dépendance chimique. C'est génial. C'est ce que tu as toujours voulu. » « Oui, mais le salaire n'est pas très bon. Je ne pourrai pas être financièrement indépendante comme je l'avais prévu. » « Et alors ? » « On s'arrangera pour l'argent. L'important est que tu fasses ce que tu aimes. Tu ne peux pas me soutenir pour toujours. » « Bien sûr que non. Tu grandiras professionnellement et un jour tu gagneras bien ta vie. Mais en attendant, laisse-moi t'aider. C'est à ça que sert la famille. » Chloé serra son père dans ses bras, émue par le soutien inconditionnel. « Merci de m'avoir donné une seconde chance. Merci de m'avoir appris ce qui compte vraiment. » Un an après le retour de Chloé, la famille était devenue une unité solide et heureuse. Lucas et Léo, maintenant âgés de plus d'1 an, couraient à travers la maison et remplissaient l'endroit de rire et de joie. Pierre et Monique, à 70 ans, semblaient avoir trouvé une nouvelle jeunesse en s'occupant de leurs arrière-petits-enfants. La santé des deux s'était considérablement améliorée avec le suivi médical et la joie d'avoir la famille réunie. Nicolas était devenu un grand-père complètement dévoué, toujours présent pour les moments importants. Il apprit à Lucas à marcher et fut celui qui entendit les premiers mots de Léo. Chloé s'épanouit dans son travail à l'ONG, aidant des dizaines de personnes à surmonter l'addiction. Elle devint une référence dans le domaine, étant invitée à donner des conférences et des ateliers. Un dimanche après-midi, alors que toute la famille était réunie dans le jardin pour un barbecue, Nicolas observa la scène et fut ému. Ses parents jouaient avec les petits-enfants sur la pelouse. Chloé préparait la salade en fredonnant une chanson, et lui-même s'occupait de la viande sur le grill, un verre de Bordeaux à la main. « Papa, tu vas bien ?» Chloé remarqua l'expression émue sur le visage de son père. « Je vais très bien, ma chérie. Je pense juste à la façon dont la vie tourne. »« Comment ça ? » ?»« Il y a 2 ans, j'étais dans une maison froide, marié à une femme qui ne m'aimait pas, distant de ma famille, courant après un bonheur qui n'existait pas. Aujourd'hui, je suis ici entouré des personnes que j'aime le plus au monde. Et regrettes-tu quelque chose ? Nicolas réfléchit à la question quelques secondes. Je regrette d'avoir mis si longtemps à comprendre ce qui comptait vraiment, mais je ne regrette rien de ce qui s'est passé après ce jour sous la pluie. Moi non plus. Aussi douloureux que c'était nécessaire pour que nous arrivions ici. Léo arriva en courant et s'accrocha à la jambe de Nicolas, criant un papy, avec joie. Lucas arriva juste derrière, voulant être porté aussi. Vous deux êtes la joie de ma vie, dit Nicolas, les prenant tous les deux dans ses bras. De notre vie, corrigea Chloé, serrant son père et ses fils en même temps. Pierre et Monique s'approchèrent, complétant l'étreinte familiale. Une famille unie, c'est tout dans la vie, dit Pierre, les larmes aux yeux. C'est vraiment tout, approuva Nicolas, regardant chaque visage aimé autour de lui. À ce moment, il sut qu'il avait trouvé le vrai succès. Ce n'était pas dans les millions à la banque, les voitures de luxe ou la reconnaissance professionnelle. C'était juste là, dans cette étreinte dans ce jardin, entouré de l'amour inconditionnel de sa famille. Lucas balbutia quelque chose qui ressemblait à tata en pointant Chloé, qui éclata de rire. « Je suis maman, pas tata, dit-elle en embrassant le petit visage de son fils. Il apprend encore, rit Monique. Mais l'important c'est qu'il sache que tu es spécial. Tout le monde ici est spécial, dit Nicolas. Chacun de vous m'a sauvé la vie de différentes manières. Chers auditeurs, si vous appréciez l'histoire, prenez un moment pour aimer et surtout vous abonner à la chaîne. Cela nous aide vraiment, nous qui débutons. Continuons, le soleil commença à se coucher, peignant le ciel de teintes dorées qui se reflétaient sur le visage de chaque membre de la famille. Nicolas observait ses petits-enfants jouer sur la pelouse, ses parents discuter avec animation des projets pour le lendemain, et sa fille mettre la table avec un sourire authentique sur le visage. C'était le genre de scène qu'il avait vu dans les films et les publicités toute sa vie,
pensant toujours que c'était quelque chose en dehors de sa réalité. Maintenant il réalisait que ce n'était pas une question de réalité différente, mais de mauvaise priorité. « Papa, tu sais quelque chose ?» dit Chloé, s'approchant tout en aidant Léo à faire ses premiers pas. « Bien sûr. Tu te souviens de cette fois où j'étais petite, et tu as promis que tu m'apprendrais à faire du vélo dimanche. » Nicolas sentit un serrement dans sa poitrine, se souvenant vaguement de la promesse non tenue. « Je m'en souviens et je regrette de ne pas l'avoir tenue. J'ai attendu dans le garage de 14h à 17h. Quand tu es rentré du travail, tu as dit que tu étais trop fatigué et que nous le ferions le dimanche suivant. Chloé, laisse-moi finir. Tu n'as jamais eu le temps de m'apprendre à nouveau. J'ai appris toute seule, tombant et me relevant dans le quartier parce que je voulais t'impressionner quand tu aurais le temps. » Nicolas se sentit coupable, mais Chloé sourit et continua. « Tu sais pourquoi je te dis ça? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui je t'ai vu apprendre à Lucas à faire ses premiers pas. Tu es resté à genoux pendant 2 heures, l'encourageant à essayer encore une fois. C'était la chose la plus belle que j'ai jamais vue. C'est différent maintenant. Ça l'est. On apprend à valoriser les petits moments. Et tu sais ce qui est le plus incroyable? Tu as une seconde chance d'être le père que tu as toujours voulu être. Seulement cette fois en tant que grand-père. » L'observation de Chloé toucha profondément Nicolas. Il vivait vraiment une seconde chance de paternité. Et cette fois, il ne la gâcherait pas. « Et tu as une seconde chance d'avoir les parents présents que tu méritais, répondit Nicolas, regardant Pierre et Monique, qui construisaient un château de sable improvisé avec de petites pierres pour Léo. C'est vrai. Papy Pierre m'a dit hier qu'il ne s'était jamais senti aussi utile de sa vie. Il a dit que s'occuper des bébés lui avait donné, à lui et à mamie Monique, un nouveau but. Ils ont été des héros ces derniers mois. Je ne sais pas ce qui se serait passé s'ils n'avaient pas accepté de s'occuper des garçons quand j'avais besoin de traitement. Je sais ce qui se serait passé, dit Chloé, sa voix devenant sérieuse. Les garçons seraient allés dans un foyer. Je serais probablement morte dans la rue, et tu aurais continué à vivre une vie vide, sans jamais découvrir ce qui te manquait. L'honnêteté brutale de sa fille fit réfléchir Nicolas à la façon dont le destin avait conspiré pour réunir la famille. S'il n'était pas rentré plus tôt de son voyage ce jour pluvieux, s'il n'avait pas décidé de prendre la route alternative à travers les environs de Bordeaux, s'il n'avait pas reconnu ses parents sous l'arbre. Parfois je pense que c'était le destin, dit-il. Ou peut-être que c'était grand-mère Ruth là-haut au ciel qui passait un savon à tout le monde, rit Chloé, faisant référence à la grand-mère paternelle qui avait élevé Nicolas avec une main ferme et beaucoup d'amour. Elle disait toujours que la famille est sacrée. Et elle avait raison. Lucas apparut entre eux, offrant une petite fleur jaune qu'il avait cueillie dans le jardin. Nicolas l'accepta solennellement, comme si c'était le cadeau le plus précieux au monde. « Merci, champion. C'est magnifique. » Léo arriva peu après, offrant une pierre qu'il avait trouvée fascinante. Nicolas l'accepta aussi avec le même enthousiasme. « Vous deux êtes si généreux, tout comme maman l'était quand elle était petite. »« Papa, puis-je te dire quelque chose que je n'ai jamais dit ? » ?»« Bien sûr. Quand j'étais adolescente, j'inventais des excuses pour passer devant tes réunions d'affaires. Je restais dans le couloir à t'écouter parler. Tellement fier d'avoir un père si intelligent et respecté. » Nicolas fut surpris. Il n'avait jamais remarqué. « Vraiment ? Je n'ai jamais su ça. Tu étais toujours si concentré. Mais j'adorais t'entendre expliquer des stratégies et résoudre des problèmes. C'est en te regardant que j'ai développé un intérêt pour les affaires. Et moi qui pensais que tu ne t'intéressais pas à mon travail. J'étais très intéressé. Je voulais juste que tu m'inclues plus, que tu m'apprennes des choses. Pourquoi n'as-tu jamais demandé ? » Chloé haussa les épaules, un geste que Nicolas reconnut comme le sien. « Parce que tu semblais toujours si occupé, et je ne voulais pas déranger. » »« Ma chérie, tu ne pourrais jamais déranger. C'est moi qui étais perdu dans mes priorités. Je sais, mais regarde comme tout s'est arrangé. Aujourd'hui, je travaille pour une organisation à but non lucratif, tu as réorganisé ton entreprise pour avoir plus de temps en famille et nous faisons tous les deux ce que nous aimons. » C'était vrai. Nicolas avait découvert que déléguer des responsabilités et faire confiance à son équipe lui donnait non seulement plus de temps pour la famille, mais rendait aussi l'entreprise plus efficace et rentable. « Tu sais ce qui est drôle, dit Nicolas. J'ai toujours pensé que travailler moins signifierait gagner moins et perdre de la pertinence sur le marché.
En fait, le contraire s'est produit. Comment ça? L'entreprise va mieux que jamais. Je gagne plus d'argent et les employés sont plus motivés. Il semble que quand tu fais confiance aux gens et que tu leur donnes de l'espace pour grandir, tout le monde gagne. Et l'adrénaline de tout contrôler ne te manque pas. Nicolas regarda les enfants de Chloé qui essayaient maintenant d'escalader le genou de leur grand-père Pierre comme si c'était une montagne. L'adrénaline vient de maintenant, du premier papa et de Léo, de la première fois que Lucas a réussi à se tenir debout tout seul. C'est une bien meilleure adrénaline. Plus saine, aussi rit Chloé. Bien plus. Avant, j'étais toujours stressé à prendre des médicaments pour la tension, constamment inquiet de la concurrence. Maintenant, ma seule inquiétude est de savoir si Léo a bien mangé au déjeuner, ou si Lucas a de la fièvre. De vraies inquiétudes, exactement. Monique s'approcha d'eux portant un plateau avec des jus et des biscuits. Vous avez l'air si sérieux par ici. Vous parlez de quoi? De comment la vie a changé, grand-mère, répondit Chloé, acceptant un verre de jus. En mieux, j'espère, dit Monique, s'asseyant sur une chaise proche. Beaucoup mieux, assura Nicolas. Au fait, maman, je dois te remercier pour quelque chose. Qu'est-ce que c'est, fils? D'avoir accepté de t'occuper des garçons, même en sachant que ce serait dur pour vous. Si vous n'aviez pas fait ça. Nicolas, arrête ça, interrompit Monique, agitant la main. Nous n'avions pas le choix. C'est notre famille. Vous aviez le choix. Vous auriez pu les emmener dans un foyer ou essayer de me trouver avant de prendre cette responsabilité. Monique échangea un regard avec Pierre, qui s'était approché portant Léo dans ses bras. Tu veux savoir la vérité, dit Pierre. Nous étions un peu perdus dans la vie, retraités, pas grand-chose à faire, sentant que nous ne servions plus à rien. Quand Chloé est arrivée avec les bébés, c'était comme si Dieu nous donnait une nouvelle mission. C'est vrai, confirma Monique. Cela faisait des années que je ne m'étais pas senti si nécessaire, si utile. Prendre soin des garçons m'a donné une énergie que je ne savais même pas avoir. Nicolas fut ému par l'honnêteté de ses parents. Vous nous avez tous sauvés. Nous nous sommes sauvés les uns les autres, dit sagement Pierre. C'est comme ça que fonctionne la famille. Léo, qui avait été silencieux pendant la conversation des adultes, cria soudain « Maman » et courut vers Chloé. C'était l'une des premières fois qu'il disait le mot clairement. Il a dit « Maman » en point. Chloé le prit dans ses bras, rayonnante. Il a dit « Maman » en point. Lucas, ne voulant pas être en reste, hurla aussi « Maman » depuis les bras de Pierre, même s'il ne savait pas encore exactement ce que le mot signifiait. Ils ont tous les deux dit maman le même jour, observa Nicolas. Ça doit être un bon signe. C'est le meilleur signe, dit Chloé, avec des larmes de bonheur dans les yeux. La nuit tomba avec la famille toujours dans le jardin, réticente à mettre fin à ce moment parfait. Les lumières du jardin s'allumèrent automatiquement, créant une atmosphère chaleureuse. Nicolas regarda sa montre et fut surpris de réaliser que près de 4 heures s'étaient écoulées là, juste à parler et jouer. Avant, il devenait anxieux si une réunion dépassait 1 heure. Maintenant le temps avec la famille passait sans qu'ils s'en aperçoivent. Je pense qu'il est temps de donner le bain aux garçons, dit Chloé, voyant que Léo commençait à avoir sommeil. Je vais aider, proposa Nicolas. Moi aussi, dit Monique. Et je les emmènerai écouter une histoire après, ajouta Pierre. Chloé sourit, observant comment tout le monde voulait faire partie de la routine des bébés. Ils vont être gâtés comme ça. Et quel est le problème, demanda Nicolas. Les enfants sont censés être gâtés par leurs grands-parents. Et par leurs arrière-grands-parents, ajouta Monique. Pendant qu'il préparait le bain des bébés, Nicolas réfléchit à la façon dont ses priorités avaient complètement changé. Avant, l'idée de passer 4 heures à s'occuper de petits-enfants l'aurait terrifié. Maintenant c'étaient les 4 heures les plus précieuses de sa journée. Lucas éclaboussait dans la baignoire, riant fort chaque fois que l'eau giclait. Léo observait tout avec ses yeux curieux, applaudissant occasionnellement avec ses petites mains quand son frère faisait quelque chose de drôle. Ils ont des personnalités très différentes, observa Nicolas. Lucas est plus extraverti, tout comme toi quand tu étais petit, dit Monique. Léo est plus observateur comme Chloé. Ils se compléteront bien dans la vie, dit Pierre. Les jumeaux ont toujours une connexion spéciale. Après le bain, la famille se réunit dans la chambre des bébés pour l'histoire du soir. C'était une tradition qui s'était établie naturellement,
chaque adulte contribuant à une partie du récit. Il était une fois, commença Nicolas, deux princes jumeaux qui vivaient dans un royaume très heureux. Où tout le monde s'aimait beaucoup, continua Chloé, et où il ne manquait jamais de nourriture sur la table ou d'un câlin au moment du coucher. Et où les vieux rois, dit Pierre, faisant référence à lui-même et Monique, s'occupaient des princes avec toute l'affection du monde. Parce que la famille est la chose la plus importante qui soit, conclut Monique. Lucas et Léo écoutèrent l'histoire attentivement, même s'ils ne comprenaient pas tous les mots. Le ton aimant des voix et l'atmosphère d'affection suffisaient à les apaiser. Lorsque les bébés s'endormirent enfin, les adultes se réunirent dans le salon pour le café. « Papa, puis-je te poser une question un peu personnelle » dit Chloé. « Bien sûr. Est-ce que Sandrine te manque ?» Nicolas réfléchit à la question quelques secondes. « La compagnie me manque parfois, mais elle ne me manque pas spécifiquement. Notre relation était très superficielle. Penses-tu à être avec quelqu'un dans le futur ? Je ne sais pas. Pour l'instant, je suis très concentré sur vous tous. Mais si un jour quelqu'un apparaît qui aime notre famille autant que moi, alors je pourrais l'envisager. Ça doit être quelqu'un qui comprend que nous sommes un tout, rit Chloé. Exactement. Je n'accepterai plus de relations qui m'obligent à choisir entre la personne et ma famille. Monique et Pierre échangèrent un regard satisfait. Il était évident à quel point Nicolas avait mûri émotionnellement. Et toi, Chloé, demanda Pierre, tu penses à rencontrer quelqu'un ? Pas pour l'instant. Je suis concentré sur le fait d'être la meilleure mère possible et de grandir professionnellement, mais qui sait dans le futur. Quand le moment sera venu, la bonne personne apparaîtra, dit Monique sagement. L'important est que vous ayez tous les deux appris à vous valoriser. C'est vrai, approuva Nicolas. J'ai passé des années à penser que j'avais besoin d'un partenaire pour me compléter. Maintenant je réalise que je ne peux avoir une relation saine que si je suis en paix avec moi-même d'abord. La conversation fut interrompue par le pleur de l'un des bébés dans la chambre. Chloé se leva immédiatement, mais Nicolas la retint par le bras. « Laisse-moi y aller. Tu en as déjà fait tellement aujourd'hui. Papa, tu n'es pas obligé. Je veux y aller. J'adore tout ce truc d'être un grand-père présent. » Nicolas alla dans la chambre et trouva Léo éveillé, regardant le plafond. Il ne pleurait plus, juste réveillé. « Tu n'arrives pas à dormir, champion. » Léo regarda son grand-père et tendit ses petits bras, demandant à être porté. Nicolas le prit et commença à marcher dans la chambre, fredonnant doucement la même chanson que sa mère lui chantait quand il était enfant. « Tu sais quelque chose, Léo ? Toi et ton frère m'avez appris que le vrai amour n'a pas de conditions. Tu m'aimes même quand je suis de mauvaise humeur, même quand je ne sais pas changer une couche, n'est-ce pas ? Même quand je chante faux. » Léo semblait écouter attentivement, ses petits yeux fixés sur le visage de son grand-père. « Et savoir ça m'a fait comprendre que je peux aussi aimer sans condition. Je peux aimer ta mère même quand elle fait des erreurs. Je peux aimer tes arrière-grands-parents même quand ils sont têtus. Je peux m'aimer même quand je ne suis pas parfait. » Le bébé bâilla et commença à fermer les yeux, apaisé par la voix douce de son grand-père. « Merci de m'avoir appris ça, mon petit-fils. Toi et Lucas êtes mes plus grands professeurs. » Nicolas continua de marcher et de fredonner jusqu'à ce qu'il soit sûr que Léo se soit profondément endormi. Puis il le posa doucement dans le berceau et l'observa quelques minutes. Lorsqu'il retourna au salon, il trouva Chloé seule. Les parents étaient allés se coucher. « Il va bien ? » Il était juste réveillé. « Ça arrive parfois. »« Papa, puis-je te dire quelque chose ? » ?»« Toujours. En te regardant avec les garçons, je comprends pourquoi maman t'aimait tant. » La mention de sa défunte femme prit Nicolas par surprise. Chloé ne parlait jamais de sa mère qui était décédée quand elle avait 15 ans. Ta mère aurait été folle de ses petits-fils. Elle l'aurait été. Je me souviens qu'elle disait qu'elle avait hâte d'être grand-mère. Elle a toujours aimé les enfants. Et toi aussi. Ça t'a juste pris un moment pour le découvrir. Ou ça a pris la bonne opportunité, corrigea Nicolas. Avec toi, j'étais tellement inquiet de travailler pour soutenir la famille que j'ai oublié de profiter de ton enfance. Mais tu travaillais par amour, pour que je puisse avoir de meilleures opportunités. Je travaillais, mais j'aurais pu mieux équilibrer. Chloé s'approcha de son père et le serra dans ses bras. Ce qui compte, c'est que tu sois présent maintenant, et les garçons auront le grand-père que j'ai toujours voulu avoir comme père.
Et tu seras la mère que j'ai toujours voulu être en tant que père. Nous guérissons, n'est-ce pas, papa? Nous guérissons, ma fille. Nous guérissons. Ils restèrent enlacés en silence quelques minutes, chacun traitant ses propres émotions et la gratitude pour la seconde chance que la vie leur avait donnée. Papa, demain je veux te montrer quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Toutes les coupures de journaux que j'ai gardées sur toi au fil des ans. Même quand j'étais en colère, même quand j'étais blessé, j'ai toujours suivi ton succès professionnel. J'ai toujours été fier de toi. La révélation émut profondément Nicolas. Tu as gardé des coupures sur moi. Je l'ai fait. Et je les ai montrées aux garçons quand ils étaient tout petits, disant que cet homme important était leur grand-père. Chloé. Je n'ai jamais cessé de t'aimer, papa. Je n'ai jamais cessé d'être fier d'être ta fille. J'étais juste blessé. Nicolas sentit ses yeux se remplir de larmes. Et je n'ai jamais cessé de t'aimer non plus. J'étais juste perdu et trop fier pour admettre que j'avais tort. Mais maintenant nous sommes là, et nous avons plein de temps pour rattraper ce que nous avons perdu. Plein de temps, approuva Nicolas, et une belle famille dont s'occuper ensemble. À ce moment, Lucas apparut dans le salon, marchant d'un pas incertain vers les deux. Il était rare qu'il se réveille la nuit, mais peut-être que la compagnie lui avait manqué. Viens ici, champion, dit Chloé, ouvrant ses bras. Lucas se dirigea vers elle, mais quand il fut presque là, il changea de direction et alla vers Nicolas, qui le prit avec un sourire. Je crois qu'il veut se joindre à la conversation, dit Nicolas. Ou peut-être qu'il veut nous rappeler que nous parlons de lui et Léo, rit Chloé. Lucas se blottit sur les genoux de son grand-père, clairement heureux d'être là. Chloé s'assit à côté de Nicolas, formant un petit cercle familial dans le salon sombre, éclairé seulement par la douce lumière venant du couloir. Tu sais quelque chose, dit Nicolas doucement pour ne pas réveiller Lucas, qui était presque endormi à nouveau. Quoi? Je pensais que la vie devait être compliquée pour être importante. Que si je n'étais pas stressé, inquiet, et poursuivant des objectifs, je ne vivais pas vraiment. Et maintenant je réalise que la vie importante est simple. C'est ça. Toi, moi, eux, mes parents. C'est le dimanche dans le jardin. C'est une histoire au coucher. C'est partager le petit déjeuner en parlant des projets de la journée. C'est l'amour sans précipitation et sans hâte de finir, ajouta Chloé. Exactement. Lucas soupira de contentement sur les genoux de son grand-père, complètement détendu et en sécurité. Dans ce geste simple, Nicolas vit tout ce qui comptait vraiment. La confiance, l'amour inconditionnel, et la certitude qu'il serait toujours protégé et soigné. Papa, merci. Pourquoi? Pour m'avoir donné la famille dont j'ai toujours rêvé. Pour être devenu l'homme que j'ai toujours su que tu pouvais être. Pour m'avoir appris qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. Nicolas embrassa le front de sa fille, puis le front de son petit-fils endormi dans ses bras. Merci, ma fille. Merci. Le silence confortable qui s'installa entre eux n'était rompu que par la respiration douce de Lucas et les sons lointains de la ville à l'extérieur. Mais à l'intérieur, à ce moment-là, il n'y avait que la paix, l'amour, et la certitude qu'ils avaient retrouvé le chemin l'un vers l'autre. Et Nicolas savait avec la certitude qui ne vient que des grandes révélations de la vie que c'était exactement l'endroit où il aurait toujours dû être. À la maison avec sa famille, aimant et étant aimé inconditionnellement. Fin de l'histoire. Et ainsi, cher auditeur, qu'avez-vous pensé de ce voyage émotionnel de Nicolas et sa famille? Pouvez-vous imaginer ce que vous seriez capable de faire par amour pour les vôtres? Si cette histoire a touché votre cœur d'une manière ou d'une autre, partagez avec nous dans les commentaires ce que vous avez ressenti et quelle partie vous a le plus ému. Votre opinion est très importante pour nous.